Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition bilingue sur la CRTV. Bonsoir Ben. Good evening Adèle. Et voici les titres de cette édition. Grande mobilisation contre le terrorisme à Yaoundé. L'Afrique du Centre et de l'Ouest révise leur stratégie sous la houlette de Interpol. La réunion des chefs de police et la sécurité en Afrique, c'est le dossier du journal. La grande campagne contre les fake news et les déviances dans les réseaux sociaux, rien ne semble arrêter ces internautes toxiques qui donc tirent les ficelles. Comment se préserver de ces manipulateurs? C'est la grande enquête ce soir. Et puis le grand rassemblement et veillée d'armes à Yaoundé avant le coup d'envoi demain du Grand Prix international cycliste Chantal Biya. Le point des arrivées et les derniers réglages, c'est en page des sports. Voilà pour les titres. Et la première partie du journal, c'est avec vous, Ben. Thank you, Adele. Good evening and thanks for joining us as we take you straight to the Star Building, where the Prime Minister, Philemon Yang, today received a recognition for his government's promotion of volleyball in the country. The Golden Cordon was presented to the head of government by the President of the Confederation of African Volleyball, Dr. Amir Elwani. The head of government equally received the outgoing British High Commissioner to Cameroon, John Bryan Ole, who reiterated Her Majesty's government's declaration that the way forward for the Anglophone crisis is dialogue and a retreat from violence. Star Building correspondent Ebenezer Winya-Woko Mutale reports on these and other audiences at the Star Building today. The first Star Building guest of the day was the President of the Confederation of African Volleyball, Egyptian-born Dr. Amir Elwani. His mission to the Prime Minister head of government, Philemon Yang, was to appreciate him and his government for the promotion that volleyball receives in the country. I appreciate the instructions and the care of the President, but it's through the Prime Minister, and we have dynamic Minister of Sport and Volleyball Federation. This is why all the 54 countries of our Confederation appreciate his work, so we grant him the Grand Collier, Golden Collier of Africa. Dr. Amir Elwani, on his part, explained his organization's promotion of the game through coaching courses, management and education, plus the development of beach volleyball infrastructure up and down the continent. The second audience of the day was granted to the outgoing British High Commissioner to Cameroon, John Bryan Ole, who in his 4-year stay has lived through the Anglophone crisis. According to the diplomat, Her Majesty's government has already pronounced a way out of the crisis. I discussed the Anglophone situation with the Prime Minister just now, and I underlined the contents of the declaration that the United Kingdom made last week, in particular that the way forward has to be rejection of violence and dialogue, but also it's very important that we move forward not just through dialogue but also through concrete action. To round off the day of audiences was the President and Chief Executive Officer of the Orbis Flying Eye Hospital in Yaoundé. His humanitarian venture is here to provide a month-long training to Cameroon's under-resourced healthcare system and personnel, particularly ophthalmologists, in the treatment and prevention of blindness. We have established a partnership with medical professionals in Cameroon to bring the newest skills, to broaden their base of knowledge on ophthalmology, and to improve the eye care for the people of Cameroon. The Flying Eye Hospital leaves Yaoundé on the 3rd of November this year. The International Police Organization ICP Interpol has organized a high-level meeting for police heads in Central and West Africa on how to strengthen and adapt their capacities on global counter-terrorism strategies. The two-day inter-regional meeting that started this Tuesday morning in Yaoundé is co-chaired by the Secretary-General of Interpol, German-born Jürgen Stock, and the Cameroonian Minister of Territorial Administration and Decentralization, René Emmanuel Sadi, who represented the head of state at the meeting. Kilian Ndifon reports. There are 24 countries taking part at the high-level meeting of ICP Interpol's Global Counter-Terrorism Strategy. The 6 Central African states, plus the Democratic Republic of Congo,
and Sao Tome and Principe, and 16 countries of the West African sub-region. The meeting is a forum for dialogue among the police heads from the participating countries to facilitate information sharing and coordination of law enforcement agencies. They will also better understand the orientation of Interpol's global counter-terrorism strategy and step up their understanding of challenges related to terrorism that kills over 50,000 people every year in the world through different methods of terror. The Secretary General of ICP Interpol's Julian Stock, during the opening ceremony, told the representatives of the participating countries that his organization will encourage and support all sub-regional and regional efforts of the police against terrorism and other forms of crime. The Cameroonian Minister of Territorial Administration and Decentralization, René Manuel Sadi, who officially opened the meeting, expressed the need for an interregional cooperation accord to counter terrorism before the work of the experts on the West and Central African police chiefs in Camera. The Interpol Secretary General granted a press conference during which he reiterated the determination of his organization to counter global terrorism. And talking about terrorism, for close to 4 years now, Cameroon has been engaged in a bloody standoff against the Boko Haram insurgents in the far north of the country, a war that the country has been winning despite all odds. Ebenezer Kanga now reports on some of the strategies which Cameroon is using to overcome the Boko Haram equation. The fight against terrorism is complex because the enemy is faceless and uses unconventional war methods. Sheer military might is therefore not enough to fight terrorism. Cameroon has adopted what geostrategists call the global approach in the fight against the Boko Haram terrorist group. That means a mix of defense and military approach and also civil military approach. Diplomatically, you will find Cameroon. Economically, you will find Cameroon. Military, you will find Cameroon. At the level of security also. In this strategy of popular defense, the civilian population is brought on board by way of vigilante groups. We need to organize the population so that they know that military or security forces are not there to fight them, but to protect them. And that confidence will give them the possibility to share information with the military and security forces. The success in the fight against Boko Haram is also thanks to specialized units in the defense and security corps, like B in the army, JPIC in the gendarmerie, and AC in the police, who have been trained in unconventional war methods. Those units give opportunity and possibility to the Cameroon government to deal with an asymmetric threat like the one raised now by terrorists. Through these strategies and some others, Cameroon has been able to overpower Boko Haram, even if the job is not yet finished. And legal experts implementing laws related to counter-terrorism are sharing experiences and best practices in the execution of justice in cases concerning juvenile offenders. The workshop, organized by the International Institute for Justice and the School of Administration and Magistracy in NAM, is reflecting on the guidelines of the Neuchâtel Memorandum that addresses juvenile justice and its implementation. Clarice Array Takang reports that the guidelines have to do with prevention and prosecution. The outbreak of armed conflicts in different regions of the world has exposed millions of children to the agenda of terrorist groups, leaving them vulnerable to attacks, but equally forced to play an active role as child soldiers and human shields in some cases, and suicide bombers in others. When faced with the law, though, good practices for juvenile justice must be observed. There are laws and rules which gives them specific rights. When you are convicted as a terrorist here in Cameroon, you are sentenced in a military court, whereas a minor or a child
will not go there. The workshop, organized by the International Institute for Justice and the Rule of Law in Malta, in collaboration with the Advanced School of Administration and Magistracy, will enable all actors of the judicial system have a better understanding of the different phases of the criminal justice response when dealing with minors. The Neuchâtel Memorandum focuses on the status of children, prevention, justice, rehabilitation, and capacity development as areas of interest. Recommendations on how you would channel a child through the justice system, starting with protective measures that need to be put in place for investigation, for prosecution, also adaptation or individualization of sentencing, and then reintegration measures. The idea is that training provided to law enforcement officials of all domains related to counter-terrorism offenses will equip them with more tools to rightly implement the law in each case. Sont en vedette ce mardi à l'immeuble Étoile. Premier à franchir le cabinet du Premier ministre, Amir El-Wani, président de la Fédération internationale de volleyball, qu'accompagne pour la circonstance le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Bidung Pat. Prenant part aux compétitions qui se déroulent actuellement sur notre terroir, Amir El-Wani a profité de son séjour en terre camerounaise pour venir exprimer sa gratitude aux autorités de notre pays pour le soutien à cette discipline qui connaît une progression constante ces derniers temps grâce à un accompagnement de plus en plus affirmé des pouvoirs publics. Le président de la Confédération avait à peine quitté l'immeuble qu'était annoncé son Excellence Brian Holley, haut-commissaire de la Grande-Bretagne au Cameroun, en fin de séjour. Philemon Yang et le diplomate britannique ont profité de cette ultime rencontre qui couronne un séjour de 5 années passées en terre camerounaise pour revisiter l'excellente relation entre le Cameroun et la Grande-Bretagne. L'on a encore à mémoire la prise de position de la reine d'Angleterre au sujet des événements dans notre pays. La couronne avait réaffirmé son soutien à l'unité et à l'indivisibilité du Cameroun. J'ai souligné la déclaration que nous avons faite, le Royaume-Uni a fait la semaine dernière, et l'importance du dialogue et de rejeter la violence. Donc j'espère que le gouvernement du Cameroun va trouver une solution durable très rapidement. L'ultime audience de la journée, celle accordée par le Premier ministre à la délégation humanitaire conduite par l'ONG Orbis qui séjourne dans notre pays. Ici, il aura été question de faire part au Premier ministre du déroulement à bord de l'avion hôpital, le Flying High Hospital. Une organisation qui fait dans la formation, parce qu'on veut s'assurer que si on forme les médecins et les infirmiers et les techniciens biomédicaux et les anesthésistes, ils peuvent rester soigner les autres quand l'avion va quitter. Le diplomate britannique s'en va fier de son bilan, tandis que l'hôpital avion, posé sur le tarmac de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène depuis jeudi dernier, restera encore quelques jours pour donner une vue meilleure aux Camerounais malvoyants. La sécurité dans le dossier ce soir, l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest affinent leur stratégie de lutte contre le terrorisme. Les chefs de police de ces deux sous-régions se concertent depuis ce mardi au Palais des Congrès ici à Yaoundé. La réunion de haut niveau est initiée par Interpol, l'organisation internationale de la police. Et le Cameroun est en ligne de front dans cette guerre contre le terrorisme de Boko Haram par exemple. Le Cameroun qui accueille donc à juste titre la concertation ouverte ce matin par le ministre de l'administration territoriale, René Emmanuel Sadi. Le reportage de Séverin Alégambélé. Les présents seuls à cette réunion des chefs de police de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest renseignent beaucoup sur la portée de ces assises organisées pendant 2 jours à Yaoundé par Interpol, l'organisation internationale de la police. Les différents démembrements de l'État, les chefs des missions diplomatiques, le secrétaire général de l'OIPC Interpol, les chefs de police d'une vingtaine de pays africains ont honoré ce rendez-vous. Un rendez-vous censé faire passer beaucoup d'informations sur l'orientation stratégique de la lutte mondiale contre le terrorisme. Les statistiques sont assez édifiantes, 20 000 attaques et plus de 50 000 morts dans le monde par an. Ce rendez-vous doit également donner la possibilité de mettre sur la table les défis majeurs du terrorisme et les besoins en matière de police dans les deux sous-régions. Pour tout dire, il s'agit d'un cas de dialogue des chefs de police sur les approches de coordination des services face à un phénomène dont l'action insidieuse et pernicieuse menace la sécurité des personnes et des biens. Le terrorisme est incontestablement
l'expression d'un déni de la vie. Il est la forme achevée de la cruauté et trouve son ressort dans la peur et la terreur, avec pour objectif de s'imposer par la contrainte, de faire pression sur le pouvoir politique. L'ampleur du phénomène mondial du terrorisme est telle qu'aujourd'hui, il faut passer par la mutualisation des approches de lutte, consentir davantage de moyens pour venir à bout, tout au moins réduire les effets néfastes de la multiplication des attaques suicides ou des attentats à la bombe. En marge de la cérémonie d'ouverture de la réunion des chefs de police et bien avant le huis clos, Jürgen Stock, le secrétaire général de l'OIPC Interpol, s'est entretenu avec la presse sur le mode opératoire qui est celui de la police dans la lutte contre le terrorisme, dans le respect des droits de l'homme en intégrant la coopération avec les organisations sous-régionales. Et dans cette lutte contre le terrorisme, le Cameroun fait figure de pionnier et de visionnaire depuis le diagnostic fort pertinent du chef de l'État Paul Biya à menace globale, réponse globale. Et sur le terrain de la guerre contre Boko Haram, la stratégie du Cameroun se décline en 3 axes: les forces de défense, le soutien populaire et puis la lutte acharnée contre la pauvreté. Le regard de Eric Benjamin, la mère. 2 civils tués hier à Daoustaf, dans le Mayo-Tanaga, par les terroristes de Boko Haram. La récurrence des informations de cette nature indique à suffire que la menace terroriste demeure une réalité au Cameroun. Et depuis plus de 3 ans, le Cameroun oppose à cette menace 4 niveaux de réponse. Il y a d'abord la réponse sécuritaire et militaire. Elle s'est illustrée à travers un déploiement important d'hommes et de matériel à l'extrême nord, épicentre de la menace Boko Haram. La seconde réponse a été celle de la mobilisation populaire. Dans cette lutte, il y a un élément important, c'est ce qu'on appelle le contrôle du centre de gravité dans un conflit asymétrique. Et le centre de gravité dans un conflit asymétrique, c'est le contrôle de la population, c'est avoir la population avec soi. Et une partie donc des actions civilo-militaires vise à faire en sorte que l'armée qui opère soit perçue par les populations comme un allié. Cela permet de développer donc une collaboration civilo-militaire et d'avoir du renseignement prévisionnel pour anticiper les actes. Cet engagement militaire et cette mobilisation populaire n'ont pas occulté la réponse économique à travers la poursuite des projets de développement pour repousser au loin les limites de la pauvreté, terreau sur lequel prospère le terrorisme. Conscient de ce que le terrorisme est un cancer mondial, le Cameroun a appelé à une riposte globale et cela s'est traduit notamment par la mise sur pied d'une force multinationale mixte ainsi que par l'accompagnement d'un certain nombre de pays amis et l'engagement des institutions internationales à se tenir aux côtés du Cameroun dans cette impitoyable lutte. Et les mineurs dans cette guerre contre le terrorisme en Afrique, le Forum mondial de la lutte contre ce fléau organise un atelier international cette semaine à Yaoundé sur les cas des mineurs impliqués dans ces actes de terrorisme. L'Institut international pour la justice, basé à l'île de Malte, et l'ENAM, notre école nationale d'administration et de la magistrature, entendent ainsi pousser vers la mise en œuvre du mémorandum de Neuchâtel sur la protection des droits des terroristes mineurs. Philippe Roger Sama. De l'avis des experts et même des observateurs avertis, l'une des tendances du terrorisme mondial est le nombre élevé d'enfants radicalisés. Les champs de violence terroristes sont devenus un terrain fertile à la délinquance juvénile. Recrutés ou volontaires, les jeunes de moins de 18 ans sont impliqués dans les actions d'extrême violence et deviennent à ce titre des clients pour la justice. L'atelier de Yaoundé vise l'élaboration des bonnes pratiques ainsi que des outils nécessaires aux magistrats et autres praticiens du droit à l'effet de les aider à prendre la bonne décision. On va parler de la prévention, on va parler du cadre international qui s'applique aux enfants, on va parler des mesures spécifiques de justice pour mineurs, donc comment on traite un enfant dans le cadre de la justice pénale. Les participants venus du Cameroun, de Djibouti, du Niger, Mali et Sénégal, en compagnie des experts européens et américains, vont s'appuyer sur l'analyse des cas pratiques et le partage d'expériences. L'avenir des enfants présumés terroristes entre leurs mains doit être orienté, selon l'esprit du mémorandum de Neuchâtel, vers une réinsertion sociale. Une préoccupation émergente qui intéresse au plus haut niveau les dirigeants de l'ENAM.
l'ENAM, je le disais, comme centre de formation et pôle d'excellence pour l'Afrique centrale, a été choisi pour accompagner cette série de formations au niveau de notre sous-région. C'est dans un esprit de total engagement des participants que se sont ouverts, en présence de Pietro Lazzeri, ambassadeur de Suisse au Cameroun, les travaux de cet atelier de 3 jours sous les auspices de l'Institut international pour la justice et l'état de droit. Et j'ajoute que la gestion de l'information en temps de crise sera demain au centre d'une rencontre au Conseil national de la communication ici à Yaoundé. Le président Peter Essoka invite en effet les médias nationaux et internationaux à une importante concertation. Ce sera donc demain 11 octobre à son siège ici à Yaoundé. La paix et la sécurité dans les 2 régions anglophones étaient débattues hier lundi à Yaoundé au cours d'une conférence de presse que donnait le ministre de la Communication Issa Chiroma Bakari, le ministre porte-parole du gouvernement qui a démenti les allégations relatives au bilan des incidents du 1er octobre, rappelé également les mesures gouvernementales pour sortir de cette crise. Voici la synthèse de cette communication avec Irène Djanafouda. Les fauteurs de troubles ayant pris en otage les régions du nord-ouest et du sud-ouest pour semer la division ont les pouvoirs publics à leur trousse. Pour le porte-parole du gouvernement, il n'y a pas de demi-mesure. Il faut tenir ces séparatistes à l'œil puisqu'ils sont mal intentionnés. Ils veulent déstabiliser le Cameroun en cherchant les voies et moyens de plonger le pays dans un bain de sang et de briser l'union sacrée à laquelle l'État attache du prix. La riposte gouvernementale est immédiate, aux grands mots de grands remèdes. Des centaines de mercenaires ont été recrutés et formés à l'étranger. Des cargaisons d'armes blanches, en l'occurrence plus de 500 machettes parfaitement aiguisées. D'importantes quantités d'armes à feu et d'engins explosifs ont été provisionnés et placés en lieu sûr par les sécessionnistes. Fort heureusement, les renseignements recueillis par nos forces de défense et de sécurité ont permis de prévenir suffisamment à temps la réalisation de ce plan diabolique et de déjouer les conséquences déstabilisatrices de ce stratagème. Le porte-parole du gouvernement rejette en bloc les allégations qui engagent l'honneur de la patrie. Aucune manifestation intervenue à cette occasion n'a fait l'objet d'une répression par des tirs à balles réelles. Comme je le disais déjà le 2 octobre dernier, 5 personnes, des détenus, sont morts à la suite d'une tentative d'évasion de la prison Kumbo. Les autres ont été touchés par des tirs de riposte réglementaires alors que les forces de défense et de sécurité étaient la cible de snipers. Les déclarations du ministre de la Communication donnent la position officielle du Cameroun sur cette situation de crise qui menace la cohésion sociale. The Chief of Defense Staff of the Cameroon Army, Lieutenant General René-Claude Meka, has called on soldiers stationed along Cameroon's border with the Central African Republic in Garoua-Bulai to work hard towards ensuring peaceful cohabitation among the people of the 2 countries. The Lieutenant General was speaking in Bertua during a 3-day working visit to some strategic military installations in the East region. Details with Talati from CRTV East. Before his visit to Cameroon's border with the Central African Republic, Lieutenant General René-Claude Meka made a stopover as a divisional officer for Garoua-Bulai to get a pulse of the security situation on the ground, a situation which he was reassured is relatively calm, but for some sporadic incursions by armed rebel groups from the Central African Republic, which is under control. During his visit to some military installations along Cameroon's border with the Central African Republic in Garoua-Bulai, Lieutenant General René-Claude Meka encouraged the troops to continue working hard in making sure Cameroonians sleep and carry out their activities in peace.
He further called on them to take advantage of the relatively calm security situation to carry out investigations geared at ensuring peace and stability in the region. From Garabulai, Lieutenant General René-Claude Mekar and his delegation moved to the Lompanga Hydro Electricity Dam, where a good number of Cameroon soldiers secured the premises of the mega project. At Lompanga, he reiterated the importance of the project to Cameroon's economy and praised the presence of the troops, and also held a meeting with some authorities on how to better the living conditions of the uniformed men. I met with the troops who, in spite of the tough working conditions, exercised their duty with devotion. I count on our partners of the Lompanga project to put in more effort to better the living and working conditions of our men. It is worth mentioning that since the sectarian violence broke out in the Central African Republic, a significant number of Cameroon's armed forces have been stationed in the East region, where they have ensured peace and security. This visit by the Chief of Defense Staff in Cameroon's army to the East region comes as a moral booster to the troops who are stationed on the ground. And the chairman of the National Commission on Human Rights and Freedoms, Chemuta Divine Banda, has vehemently condemned all forms of violence surrounding the crisis in the northwest and southwest regions, which has dragged on for a year, resulting in the loss of many lives and property. He was speaking today during a press briefing organized at the Commission's head office here in Yaoundé. Quinta Rita Edang tells us more. In accordance with its mission to promote dialogue, the National Commission on Human Rights and Freedoms has categorically said yes to dialogue and no to violence as far as the crisis in the Anglophone regions of Cameroon is concerned. Calling for dialogue. That in February we called for dialogue. August we issued a press release calling for, among other things, we are calling for dialogue. And the call from many other human rights defenders, including our head of state recently, we should abandon violence and solve our problems through dialogue. Condemning all arbitrary arrests and other forms of human rights abuse across the country, the national chair said the slow rate of the country's decentralization process has limited resources to only 20% of the population, exposing the rest of Cameroonians to abject poverty, a situation which renders them vulnerable to all acts of violence. Chemuta Divine Banda, however, hailed efforts by the head of state to solve the Anglophone crisis through the creation of some structures. In a question and answer session, the Commission chair discouraged the idea of secession, saying that the civil society and the state should create an avenue for dialogue. He underscored the role of the media in the promotion of peace and unity. And in connection with the socio-political crisis in the northwest and southwest regions, the traditional rulers of the Menua division in the west region are calling upon the head of state, His Excellency Paul Biya, guarantor of national unity and territorial integrity, to pursue his policy of preferring engagement and dialogue. The statement released on the 7th of October recalls that the Menua division is the lone division in the west region to have common borders with the northwest and southwest regions. Thus, the Menua traditional rulers expressed their compassion and solidarity to their neighborly brothers and sisters who suffered material and physical tragedies during the random violence that nothing can justify. And the project to supply the city of Yaoundé with potable water from the Sanaga River is said to have entered a decisive phase with the arrival of the first 1,000 of the expected 8,000 pipes to be used. The laying of the pipes for the project, expected to last some 36 months, will begin as soon as compensation of the population on the site is complete. And as Emmanuel Mvemwe reports, the project will, upon completion, bring about an increase of about 3,000 cubic meters of water to add to the actual 2,000 cubic meters in supply in the capital city. Emmanuel?
With the arrival of this first consignment of 8,000 pipes expected to channel potable water from the Sanaga River to the city of Yaoundé and its environs, it is a fresh impetus to the project. The arrival of here means that we are entering a crucial phase of the implementation of the so-called project. Yaoundé city dwellers, especially those in areas with no potable water, may soon see the situation change. But a daily water supply of about 300,000 cubic meters is the current demand. Only about 250,000 cubic meters is supplied. The Sanaga water project is thus expected to step up the supply and quench the thirst of many. Transporting water supply from the river Sanaga, treating these water supplies in a treatment station in Manabachenga. This water is transported to a pumping station in Kometu, to Nyom, to Dindan. The water will be distributed to Yaoundé town. If the population on the site is compensated on time, the connection of the water proper will take off in no time. We must have this water before the beginning of the African Cup of Nations. The project to supply potable water to the city of Yaoundé and its environs has been around for about 2 years, but its impact will only be felt when Yaoundé city dwellers can get water flow from their taps daily. Students of the St. Therese Catholic University Institute Yaoundé have been urged to be hardworking, prayerful and law-abiding citizens. The Archbishop of Yaoundé, Jean Barga, who is also the founder of the Mvolia headquartered institution, was speaking today at the launch of the 2017-2018 academic year of the establishment. Natasha Lehman reports. Committing the students and academic staff of the school to God for a rich restart was the main objective of the solemn mass, urging discipline, hard work and exemplary behavior from all. The case of Martha was highlighted from biblical perspective as one to be emulated. We want to propose to our students moral, ethics, spirituality coming from the gospel as Christian we are. Students will be studying in the fields of management and commerce as they bear in mind that they are tomorrow's leaders. For these years we will begin with the gestion schools, with commercial and gestion. The director, dean of studies and secretary were also commissioned and charged with ensuring that the institution rules are strictly followed, even as a call for peace to reign in Cameroon was made. Le chef d'état-major des armées en visite de travail dans la région de l'Est, à l'ordre du jour de cette visite de travail, la sécurité absolue dans les zones sensibles. René-Claude Meka a ainsi ravivé le moral de ses troupes massées autour du barrage de Lompangar, à Garwabola également, ville frontalière avec la République centrafricaine. Le reportage de Georges Alain Eyango de CRTV Est. Projet cher au chef de l'État, le barrage hydroélectrique de Lompangar doit bénéficier d'une sécurité sans faille. Bien conscient du fait, le chef d'état-major des armées du Cameroun a tenu à rencontrer les forces nationales de défense installées tout près du site, en tendant une oreille attentive à leurs différentes doléances. J'ai rencontré des hommes engagés qui, malgré des conditions de vie et de travail pas toujours faciles, s'acquittent honorablement de leur mission. Je compte beaucoup sur nos partenaires du barrage pour que quelque chose soit fait pour améliorer les conditions de vie et de travail de nos hommes. Bien avant Lompangar, le chef d'état-major des armées a fait escale à Gora-Boulaye, ville frontalière à la République centrafricaine, où le dispositif sécuritaire assure pour l'heure. Les dernières tentatives d'infiltration en territoire camerounais de certains groupes armés venus de Centrafrique ont très vite été maîtrisés par les éléments du 43e escadron de gendarmerie mobile, du 2e BIR et de la 123e compagnie d'infanterie motorisée. Une période calme et sereine qui ne devrait cependant pas endormir les forces de défense dans cette zone frontalière, appelée par le général René-Claude Meka à renforcer le système de renseignement afin d'extirper parmi les réfugiés le bon grain de livret.
Bientôt la fin du rationnement de l'eau potable à Yaoundé. Le projet d'alimentation de la capitale et de ses environs à partir du fleuve Sanaga promet 300 000 mètres cubes d'eau supplémentaire. Les travaux lancés il y a plus de 2 ans sont entrés depuis hier lundi dans leur phase terminale avec la réception de la tuyauterie sur le site de Nkomoto. Le point des travaux, Daniel Menanga. Un nouveau conduit d'alimentation en eau potable se met progressivement en place pour servir Yaoundé et ses environs. Les pièces clés du puzzle sont arrivées hier lundi en Komtou, un des sites de la structure chargée du projet. Il s'agissait des premiers camions qui ont acheminé les tuyaux qui doivent transporter l'eau de Sanaga jusqu'à Yaoundé. Depuis plus de 2 ans, le projet d'alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé et ses environs prend corps. Il s'agit de prendre l'eau de la Sanaga et de la transporter, l'eau de la traiter naturellement et de la transporter pour renforcer le système d'alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé et ses environs. L'arrivée des conduites va accélérer le processus d'approvisionnement en eau. La phase qui devra permettre de monter, de mettre en place les conduites, de les installer pour pouvoir avancer. Parce que jusque-là, ce qui a été fait, d'autres travaux sont en cours. Seulement, il faudra au préalable régler la question de l'indemnisation des populations déguerpies des sites comme à Emana. Le projet porte 300 000 mètres cubes par jour. Et ces 300 000 mètres extensibles à 400 000 mètres cubes par jour. Yaoundé a soif. Au moins 300 000 mètres cubes d'eau sont nécessaires chaque jour pour la population de la capitale du Cameroun. La qualité de la vie, décidément au centre des préoccupations des pouvoirs publics avec la tenue de l'atelier national sur l'habitat ici à Yaoundé. Les travaux de 4 jours coordonnés par le ministère de l'Habitat et du Développement urbain recherchent des solutions durables dans ce secteur. Oswald Modon. Le secteur de l'habitat au Cameroun est malade. Il souffre d'une carence d'environ 1 million de logements. Et ce n'est d'ailleurs là qu'un mal parmi d'autres maux, dont la manifestation la plus palpable est le désordre urbain qui caractérise nos agglomérations. La plupart de ces problèmes sont liés au problème de l'habitat, qui est mal développé. Tout le monde n'a pas accès à un logement décent. L'environnement des logements n'est pas sain. Les zones d'habitat sont très éloignées des zones de travail, avec les difficultés que nous avons en matière de transport. Le mal est profond et nécessite plus que jamais une thérapie de choc. Les efforts des pouvoirs publics en la matière sont insuffisants. L'intervention appelle d'autres acteurs, les magistrats municipaux et les promoteurs immobiliers, mais les professionnels aussi. Elle doit surtout s'adosser sur une politique globale fiable. Le but de cet atelier de formulation de la politique de l'habitat est de mettre en cohérence et en cohésion tout ce qui se fait dans le secteur de l'habitat pour l'harmoniser et également codifier. Les assises de Yaoundé portent l'espoir de lendemain meilleur. L'examen et la finalisation de la politique de l'habitat au Cameroun, qui regroupe tous ces acteurs, devra aboutir au premier draft de la boussole tant attendue. Dans le journal, l'Internet et ses usages déviants qui n'en finissent pas de faire des victimes. L'enquête ce soir interroge la toxicité de plus en plus grave des réseaux sociaux. Les contenus erronés, falsifiés circulent dans le but de manipuler l'opinion ou de ternir des réputations. Qui donc tire les ficelles? Qui tire profit de ces fake news? Comment authentifier les posts? Serge Atanga Nabisso a mené l'enquête. Il ou elle pianote à en faire perdre sa sensibilité au doigt. Comme il ou elle disent, je prends ici, je dépose là, en passant. La responsabilité des contenus, c'est père inconnu. Le vrai problème, c'est que ces choses que l'on manipule à la va comme je te pousse sont censées être des informations de première main, des A1, en parler camerounais. Les récents événements à Bamenda et ses environs, ou encore Boya, ont donné à voir dans cette veine, au même titre que la fameuse photo qui circule, dite des assassins du proviseur à Fumban, tuyau crevé, éminemment.
Au lendemain des premières manifestations, il y a un certain nombre d'images qui ont circulé et qui étaient présentées comme des images de la répression au niveau de Buea, de Bamenda. Mais on a pu se rendre compte après qu'il y avait des photos qui avaient été prises dans d'autres contextes. On devine aisément la logique pyromane des auteurs de telles photos. Autre vidéo décrivant le chaos virtuel dans la vraie vie. Est-ce que tu penses que cette image est extensive? Oui. On parle des enfants qui ont assassiné le proviseur. Moi, ces enfants-là, je me demande si ça fait des assassins. On n'a pas de plan qui nous permettent d'être sûrs. Voilà une scène devenue courante dans les rédactions. La photo ne fait plus foi. Un cliché ne vaut plus 1000 mots. Il faut déjà qu'on enlève une chose de la tête des gens. On ne s'informe pas par et dans les réseaux sociaux. Ce ne sont pas des moyens d'information. Ce sont des moyens de partage de l'information, de toutes sortes de choses. Quelqu'un a partagé sur sa page, sur son mur Facebook, je ne sais pas, une photo ou une information. Non, et vous ne pouvez pas la reprendre ainsi. Vous devez d'abord la passer, un, au crible de votre bon sens. Est-ce que c'est vraisemblable? Et deux, essayez de voir si un média ou deux ou trois médias en ont parlé. Et enfin, si vous êtes capable de recouper auprès d'une source oculaire et compagnie, la recouper. Et pour les autres, 7 milliards de voisins qui croient BA. C'est sur Internet. L'adresse URL qui peut permettre aux spécialistes de vérifier l'origine et exactement de quelle machine cette information vient. Les photos aussi ont ce qu'on appelle les métadata qui permettent à ce qu'on identifie même à partir de quel appareil cette photo a été prise. Se protéger de cette salle de rédaction a mis les 1 reporter, photographe, caméraman, preneur de son, sans rédacteur en chef ni vérificateur universel. Un conseil. Écoute la radio, l'ami. Let's go back now to the Northwest region, where classes have started at the University of Bamenda's Bambili campus for the 2017-2018 academic year. Although it is yet to gain its usual affluence, applications for new students are ongoing while the University of Bamenda authorities have been evaluating proceedings, as Eric Lamia Wufo reports from Bamenda. Here we are at the level 500 classes of food packaging and labeling technology of the University of Bamenda this Tuesday, October 10th, a day after the official reopening of the 2017-2018 academic year. The registering of new students and old ones alike is going on, and many more are trooping in. We are already receiving the files of our new students in the first and the third years of all the departments that we have there. Competitive exams have been organized in some professional schools, while registration for others is well on course. I came to apply for the transcript in order to complete my compilations for INSET, the concours, in INSET Bambili, that's Highest Teachers Training College, Bambili. But since I need it very urgent, I had to apply for the very fast month, which is 5,000 francs, which will be given to me after 3 days. Roadside vendors and taxi cabs have already started doing brisk business, and Yuba is getting alive again. The challenges of the internet in this part of the country is of great concern to students and staff alike with regard to online registration. The platform is set and we don't have internet right now, but as soon as we have it, it was going to be a new experience. Despite this state of affairs, university authorities have been evaluating proceedings for a smooth takeoff of the 2017-2018 academic year. We are moving the Faculty of Health Sciences and the College of Technology to the main campus. I think it's going to be more effective for us, and so it's going to be a livelier campus, a more safer campus with everybody here. To match lessons with practicals, 4 professional video cameras have been acquired by the university through its cooperation with a US-based university. Last year, the University of Bamenda, with its over 10 schools, had a student enrollment of 21,000, and this year, the University of Bamenda is expecting more.
Over 250 senior and assistant sports instructors of the National Institute of Youth and Sports have received their end of course attestations at the end of 2 years of training. Presiding over the graduation ceremony, the Minister of Sports and Physical Education, Bidung Pat, alongside his colleague of Higher Education, Jacques Famundongo, urged the graduating students to be professionals and duty conscious. Cyril Nwazeke reports. Triumphal entry of laureates, translating months of hard work. Felling images dark, the end of the tunnel is near. Celebrating academic excellence through a show of their multicultural sabi, plus the exhibition of dances of the different regions of Cameroon, testifies their readiness to work or serve the nation wherever they will be sent. Yes, we are all Cameroonians from north to south, east to west. Wherever I'm posted, I'll make the nation proud. We have a very rich country, rich in biodiversity, rich in culture, everything. So no matter where I find myself, I'm going to save the nation. Charlie, from the name of our promotion, fraternity and integration, I'm going to help the youth. I'm going to work with the local population, especially in the rural areas, to be integrated economically, socially, culturally and politically, and Cameroon will be an emerging country come 2035. The 258 graduating students are conscious of the task ahead and are ready to serve the nation. We will go ahead to serve the nation the way we have been taught in school, civic education, leisure activities, and education of the mass population. The overall best graduating student of the 4 batch receiving their diploma this day is Epiphany Tonkwang Gachu, a sports and physical education teacher with an average of 15. Presiding over the ceremony, Higher Education Minister and that of Sport called on the laureates to be professionals and duty conscious. The senior and assistant instructors received their certificates in pomp and style, depending on the corps to which they belong. L'actualité sur les campus donc, et c'était ce mardi la première rentrée académique à l'Institut universitaire catholique Sainte-Thérèse de Yaoundé. Monseigneur Jean Barga, l'archevêque métropolitain et grand chancelier des ordres académiques, a par la même occasion installé le directeur de cet institut. La présentation de l'offre de formation avec Pierre Biyinam Barga. L'Institut universitaire catholique Sainte-Thérèse de Yaoundé, désormais opérationnel. Il n'est plus un concept de l'archevêque de Yaoundé, c'est une réalité. On assiste ici, à Mvolié, à la cérémonie d'ouverture de l'année académique 2017-2018. L'UNISCATI en abrégé n'est pas un effet de mode. L'archevêque de Yaoundé a senti une grande nécessité. Nous avons mis en place cet institut qui va désormais accueillir tous les élèves bacheliers qui sortent prioritairement de nos collèges. L'UNISCATI éduque et forme ses étudiants selon l'esprit, la culture et l'éthique propre à l'enseignement catholique sous le contrôle de l'État. À Rome, il y a des universités pontificales catholiques et parmi tous ces directeurs, il y a un qu'on appelle en italien Rettore Magnifico. L'Université catholique Sainte-Thérèse de Yaoundé Unicasti ouvre cette année avec l'école supérieure de gestion qui comporte 2 filières, la filière commerce et la filière gestion. Tout commence par une messe présidée par l'archevêque métropolitain de Yaoundé à la chapelle Saint-Esprit d'Mvolié. Le grand moment ici est l'installation selon l'orthodoxie de l'église catholique romaine du directeur magnifique, l'abbé docteur Luc-Claude Mbarga et de ses collaborateurs, les abbés Emmanuel Tadé Abena et François Etung Lecon, respectivement directeur administratif et directeur académique. Le nouveau sous-préfet de la ville de Lolodorf est installé, Denis Achalay, exhorté par le préfet de l'Océan, Antoine Bissaga, d'entamer définitivement la mise en valeur du riche potentiel économique et touristique de la ville de Lolodorf et de ses environs. Le reportage sur cette installation avec Cyril Nkemeye de CRTV Sud. Lolodorf, ville chargée d'histoire au Cameroun, est promise à un bel avenir. Lolodorf
arrondissement d'une riche diversité culturelle, touristique et économique, hélas mal ou non exploité. Voilà l'arrondissement dont hérite Atkala Ideni, installé dans ses fonctions de sous-préfet par Antoine Bissaga, le préfet de l'Océan, qui en attend légitimement beaucoup. Le préfet aura ce rôle d'apaiser, d'amener les uns les autres à se sentir plus camerounais qu'avant, de manière à ce que la paix sociale règne dans tout l'arrondissement. La présence remarquée des nombreuses élites de l'Holodov en dit long sur leurs attentes. Nous, en tant qu'élite, nous sommes prêts, nous voulons lui dire que nous sommes prêts à l'accompagner dans ses nouvelles missions et nous lui souhaitons bon vent. L'homme qui prend ainsi les rênes de l'arrondissement de l'Holodov a le profil de l'emploi. Pur produit de l'ENAM, Atkala Ideni, précédemment sous-préfet de Fokwe, a parfaitement conscience de la mission qui est la sienne. L'année 2018 étant une année électorale va soulever beaucoup de passions, va soulever beaucoup d'intérêt et l'autorité administrative est comme ce thermostat, ce régulateur qui au milieu de tout doit jouer de plein fond pour que la paix sociale soit toujours maintenue. Âgé de 42 ans, Atkala Ideni sait qu'il prend la tête d'un arrondissement dont les populations sont réputées hospitalières. Il peut donc miser sur leur précieuse collaboration. Nous restons dans la région du Sud, à Saint-Mélima précisément, pour l'évaluation des travaux de construction de l'Université Inter-État Cameroun-Congo. On évalue la réalisation maintenant à 99%. Une estimation récente de Marcel Foudandiolo, le coordonnateur de cette institution universitaire. Le campus de Saint-Mélima est donc paré sur la rampe de lancement. La visite guidée avec Jean-René Mengele de CRTV Sud. L'Université Inter-État Cameroun-Congo, dont voici l'annexe à Saint-Mélima, est sur sa rampe de lancement. Ce bâtiment, il est pratiquement achevé à 99%. Nous sommes là au niveau des finitions et l'équipement de ce bâtiment a donc aussi été engagé. Ce qui fait que dans un mois ou un mois et demi, ce bâtiment que vous voyez sera totalement fonctionnel. D'accord parti, le mois de décembre a été arrêté pour le démarrage effectif des cours. Des deux côtés, on s'y attelle. En ouvrant cette université, elle va accueillir aussi bien des étudiants camerounais que des étudiants congolais. C'est la raison pour laquelle une délégation du Congo, conduite par l'ambassadeur du Congo au Cameroun, a rendu visite à ce site de Saint-Mélima pour s'enquérir des conditions d'accueil et d'hébergement des étudiants congolais. C'est la première université internationale dans la sous-région Afrique centrale, un pôle d'excellence scientifique et technologique en gestation. Ce sera la première université technologique qui est installée sur deux sites. Un site au Cameroun à Saint-Mélima avec deux domaines de formation, les TIC et l'agriculture, et un site à Ouesso avec deux domaines de formation, l'agroforesterie et les sciences et techniques. Pour son lancement, juste un programme. Nous commencerons par un programme de formation des ingénieurs de conception en génie numérique. L'université voit l'enseignement des sciences, il faudra être géomètre pour y accéder. C'est un accès sélectif par concours qui se déroulera concomitamment au Cameroun et au Congo. La particularité aussi, c'est que probablement ça sera la première école d'ingénieurs dans une discipline technologique qui prendra tous les baccalauréats. D'ici le mois de décembre, 300 étudiants camerounais et congolais prendront place ici pour donner un contenu à l'accord de création de décembre 2012. Et pour les plus petits, les primes à l'excellence scolaire étaient remises récemment en Mvengue dans la région du Sud. Pour la troisième année consécutive, l'honorable Marie Bilo Azita a ainsi récompensé 20 écoles secondaires et 30 écoles primaires dans cette localité. La portée de l'acte avec Cyril Kemenye. L'événement est devenu une tradition et rentre définitivement dans les mœurs des populations de Mvengue. Marie Bilo Azita, députée RDPC dans l'Océan, à chaque début d'année scolaire depuis 3 ans, célèbre l'excellence scolaire. Elle vient de perpétuer cette tradition au cours d'une cérémonie à la fois fort courue et fort colorée.
Pour cette troisième édition, l'honorable Marie Biloazita a récompensé 20 écoles maternelles, 30 écoles primaires et 6 établissements du secondaire de la localité. Avec le geste d'aujourd'hui qu'elle nous a fait, ça marque beaucoup et ça va nous permettre d'avancer en attendant ce que l'APE peut nous donner. Ça va me permettre de multiplier des efforts pour atteindre des objectifs encore meilleurs que ce que j'ai pu avoir maintenant. Amvenge, le droit à l'éducation est la toile de fond des actions de la bienfaitrice et des responsables du RDPC. Nous sommes animés par l'encouragement et l'excellence. Nous devons faire la promotion de la jeunesse parce que la jeunesse, c'est le fer de lance de la nation. En se séparant, le Tumvenge politique et socio-éducatif voit grand dans l'optique des résultats scolaires élogieux en fin d'année. L'actualité internationale et nous faisons le point de la crise en Catalogne en Espagne et les démêlés judiciaires contre le chef de protocole de Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. C'est la synthèse de Séverin Alégambélé. L'alliance politique entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro n'est pas au beau fixe en Côte d'Ivoire. Souleymane Camara, chef du protocole du président de l'Assemblée nationale, a été envoyé en prison à Abidjan après son audition dans le cadre de la découverte en mai dernier d'une cache d'armes lors d'une mutinerie à Bouaké, dans le centre du pays. Au regard de la gravité des faits de détention, d'entreposage, de cession, d'armes de guerre et de munitions de première catégorie, ainsi que de complot contre l'autorité de l'État, M. Kone Camaraté Souleymane a été interpellé ce lundi 9 octobre 2017. Au Libéria, plus de 2 millions d'électeurs choisissent ce 10 octobre le successeur à Ellen Johnson Sirleaf, réélu en 2011. 20 candidats sont en liste, parmi lesquels l'ancien international de football George Weah, d'ailleurs présenté comme étant l'un des principaux favoris au scrutin. Parlant toujours des élections, au Kenya, Raila Odinga a annoncé ce mardi lors d'une conférence de presse le retrait de sa candidature à l'élection présidentielle prévue le 26 octobre prochain. L'opposant kenyan a expliqué avoir pris cette décision dans l'intérêt des Kenyans de la région et plus largement du monde. Et puis la nouvelle qu'on attendait dans la journée. Visiblement, le 130e président de la Généralité, l'exécutif catalan, a changé d'avis face aux menaces de suspension de l'autonomie par le pouvoir central. Il s'est déclaré pour l'indépendance, mais en a suspendu la mise en œuvre pour mieux négocier avec le gouvernement espagnol. Les autorités de Madrid ont tout de suite réagi en faisant savoir qu'une médiation avec le leader séparatiste n'est pas envisageable. The President of the Pan-African Parliament, the PAP, Roger Kododang, has defended the activity report of the House covering the period between May and September 2017. In a close to 5-hour question and answer session at the precincts of the Parliament in Midrand, South Africa, the President was grilled by members on issues including the functioning of the Parliament, the rotation of the presidency of the PAP, and the show ratifications of the Malabo Protocol. Bobana Fonkamota reports from Midrand in South Africa. The 32-page activity report presented by Pan-African Parliament President Roger Kododang to his peers this morning in Midrand was probably the most significant of his mandate. It detailed the Speakers and Clerk conferences, the Yaoundé Conference on African Integration, joint elections observation missions, as well as the parliamentary diplomacy of the House during the intersession window between May and September. Nonetheless, it is appreciated. He tends to gloss over details, and only upon further investigation in the debate one gets to the heart of really what the political matters are, and sometimes we feel that he is ducking the issue. However, the close to 5-hour question and answer that ensued afforded the parliamentarians a real opportunity to criticize either the approach or the results obtained. The thorny issues were finances, an autonomous electoral observer status, the slow ratification of the revised Malabo Protocol, and the rotation of the presidency of the parliament.
When it comes to the behavior of MPs outside who are representing the Pan-African Parliament, it would appear that there are some MPs who have defaulted on it, and only upon further prodding and further kind of asking about the matter has he now agreed that he will refer the matters to the proper structure. If critics feel the president was elusive on certain controversial issues, the overall sense was that he went through this oral convincingly. Deuxième jour des travaux de la session ordinaire du Parlement africain en cours en Afrique du Sud. Sur la table des parlementaires, le rapport évaluation des activités de l'intercession présenté par le président de la Chambre, notamment sur le point de la ratification du protocole de Malabo sur la rotation de la présidence du Parlement. La journée au Parlement africain à Midrand, racontée par Lucrèce Medundjemba. En première ligne dans la guerre contre le terrorisme et l'extrémisme violent, les Tchadiens n'en reviennent toujours pas d'être désormais persona non grata aux États-Unis. L'opération Barkhane habite quand même N'Djamena. La force mixte multinationale se trouve à N'Djamena avec son quartier général, avec les Américains, les Européens et tout le monde. Donc on ne comprend pas. Également blacklistée, la Guinée-Conakry. L'argutie utilisée, c'est que la Guinée a fait un refus catégorique de coopérer pour le rapatriement de 2000 de ses ressortissants en Guinée. Au Burundi, ce sont les sanctions de l'Union européenne qui inquiètent les députés. Avec la crise qui est survenue en 2015, avec les élections, il y a eu le gel des aides et des financements par l'Union européenne. Pour les parlementaires panafricains, cette politique de la carotte et du bâton infantilise quelque peu les États africains. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où, de mon point de vue, il y a l'ingérence totale dans les affaires africaines. Et il est temps qu'on se débarrasse de cela. Aussi, les représentants des peuples africains souhaitent-ils que le Parlement panafricain multiplie les actions de lobbying pour faire sauter les verrous des sanctions qui pèsent sur ces pays africains. J'appelle vraiment le Parlement panafricain à œuvrer de commun accord avec les États africains qui font face à de telles sanctions, fait pour pouvoir parler d'une même voix avec l'administration américaine pour vraiment remédier à cet état de fait. Présent à la 5e session ordinaire du Parlement panafricain, ce lobbyiste américain révèle à l'assistance que parfois c'est la bonne information et des interlocuteurs crédibles qui manquent à l'appel. There would be a clearer and better understanding and an elimination of the misunderstandings and the myths about Africa. If Africa would come as one voice, so often with so many different countries. La mission à succès du Parlement panafricain aux États-Unis, qui a permis de desserrer les taux sur le Soudan après 20 ans de sanctions, devrait donc faire tache d'huile. Elle démontre à suffisance que les peuples africains peuvent compter sur leur Parlement. Un Parlement qui pourrait d'ailleurs faire plus s'il était doté de pouvoirs législatifs. And now on to sports. All is now set for the kick-off of the 17th Grand Prix Cycliste International Chantal Biya this Wednesday. The race to succeed former winner French rider Martial Romain begins with the prologue in the avenue around the Amadou Ahidjo Stadium. 64 cyclists from Cameroon, Africa and Europe are to participate in the 4-lap race that will cover a distance of over 400 kilometers. The race director is already in Cameroon and joined the African riders to enjoy the local cuisine ahead of tomorrow's kickoff. Gideon Tazo reports. After missing out on the trophy in the last 2 editions, Cameroonian cyclists involved in the 17th Grand Prix Cycliste International Chantal Biya say that the preparations this time around have armed them sufficiently to battle for the podium. For the 4th year running, Belgian race director
Jean-Pierre Coppenol is already around and had the pleasure to dine with the African riders this Tuesday in readiness for the prologue this Wednesday. No, our main target is not the prologue. Our main effort is to take the logistics in the first lap that is going to start on Thursday. I find this kind of race very interesting because normally we have a lot of good riders from Africa and some good riders from Europe. When you make the mix, normally it will be a good race. Last year Cameroon didn't win the race. They was unhappy with this. Perhaps this year it will be better because I know they make a big training this week. To avoid the technical complaints of the 2016 edition, which recorded late departures, unhomologated distances and confused planning, the UCI dispatched a technical delegate named Laurent Bezot to help out to plan the race. The big novelty this time around is the inclusion of the Yaoundé Ayos Lap, which comes up on Thursday. With a young team of riders led by veterans in the likes of Daniel Teku and Kamzong Abesolo, Cameroon cycling authorities remain very hopeful. Still in sports, the president of the Confederation of African Volleyball, Dr. Amir Elwani, has hailed Cameroon's organization of the ongoing Women's African Volleyball Championship in Yaoundé. He was speaking today during an audience granted him by the Minister of Sports and Physical Education, Bidumpat. The minister used the occasion to thank him for the opportunity given Cameroon to expose African volleyball. In the meantime, the Minister of Sports also opened a seminar for the 2017 Sports and Physical Education graduates of the National Institute of Youth and Sports. Cyril Mwazeke has the details of those two events. The organization committee of the ongoing Women's African Volleyball Championship has been attributed an excellent mark by the executive of the African Volleyball Confederation. A success of a major event needs infrastructure, hall, hotel, transportation, reception in the airport, food, everything. So for me, as official, all of us are happy. So congratulations for Cameroon for this sportive spirit. Dr. Amir Elwani during the audience also lauded Cameroon's implication on the development of volleyball in Africa. The minister thanked the president for the opportunity given Cameroon to host such an event. From the audience to the National Institute of Youth and Sports, where the minister opened an induction seminar for the newly graduates of the institution. As you are about to start your career, this type of seminars should be held regularly so that we may have competent teachers ready to face the labor market under all circumstances. The laureates yearn to apply what they were taught. Is going to educate us what we are going to do in the field. That it is going to put in some zeal that was absent. The platform of exchange will help optimize the professional output of the laureates once on the field. En plein dans la page des sports, l'entrée en scène du Grand Prix cycliste international Chantal Biya. Le coup d'envoi est donné demain mercredi avec le prologue à l'esplanade du stade Omnisport ici à Yaoundé. 64 coureurs sont en lice et toutes les délégations africaines sont déjà présentes à Yaoundé. Les délégations européennes sont attendues ce soir. Le point de ces derniers réglages avec Wilfried Koto. Le premier contact avec la gastronomie camerounaise cet après-midi des délégations déjà présentes au Cameroun, Côte d'Ivoire, Congo, Bénin, République démocratique du Congo. Le Cameroun nous a bien accueillis, vraiment. C'est un pays qui reçoit toujours bien les Ivoiriens. Quand on arrive au Cameroun, on est à l'aise, on est pareil comme chez nous. Autre indice humain de l'imminence de ce Grand Prix cycliste international Chantal Biya, la présence de Jean-Pierre Coppenol, le commissaire de Lyon Cycliste International, c'est devenu un habitué du Cameroun. Il en est à sa 4e compétition dans notre pays. Ambiance chaleureuse entre le commissaire de la course et le chef de projet de l'Africa Cyclisme, révélateur du bon état des préparatifs à la veille du premier coup de pédale de cette 17e édition du Grand Prix cycliste international Chantal Biya. La fédération a fait ce qu'elle pouvait faire à son niveau, n'est-ce pas, pour être prêt à ce jour-ci.
Les 8 équipes participantes à cette compétition vont parcourir 4 étapes. Les Camerounais se sont donné 14 jours de préparation pour rompre avec 2 années d'affilée sans succès. Le staff de la Fédération camerounaise de cyclisme s'est donné les moyens pour atteindre l'objectif de victoire. Le rajeunissement des 2 équipes camerounaises, la participation à plusieurs compétitions africaines, gage de compétitivité des coureurs camerounais. Le fait qu'on a participé au Tour de RD Congo, le Tour d'Éthiopie et le Tour de Côte d'Ivoire avant de faire le stage du Grand Prix Chantal Biya, ça pourra permettre vraiment que les gars soient plus en confiance que par le passé. Le premier coup de pédale ce mercredi, le prologue à l'esplanade du stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Et on dit bon vent dans les jambes à l'équipe camerounaise, Ben. Yes, exactly, Adele, and that's where we leave it for this edition of the Bilingual News. We'll be back again tomorrow with yet another edition as we continue this bilingual edition till the end of the week. Thanks for watching and see you tomorrow. Good night. Good night, Adele. Bonne nuit, Ben. À demain, 20h30. L'environnement des logements n'est pas sain. Les zones d'habitat sont très éloignées des zones de travail avec les difficultés que nous avons en matière de transport. Le mal est profond et nécessite plus que jamais une thérapie de choc. Les efforts des pouvoirs publics en la matière sont insuffisants. L'intervention appelle d'autres acteurs, les magistrats municipaux et les promoteurs immobiliers, mais les professionnels aussi. Elle doit surtout s'adosser sur une politique globale fiable. Le but de cet atelier de formulation de la politique de l'habitat est de mettre en cohérence et en cohésion tout ce qui se fait dans le secteur de l'habitat pour l'harmoniser et également codifier. Les assises de Yaoundé portent l'espoir de lendemain meilleur. L'examen et la finalisation de la politique de l'habitat au Cameroun, qui regroupe tous ces acteurs, devra aboutir au premier draft de la boussole tant attendue. Dans le journal, l'Internet et ses usages déviants qui n'en finissent pas de faire des victimes. L'enquête ce soir interroge la toxicité de plus en plus grave des réseaux sociaux. Les contenus erronés, falsifiés circulent dans le but de manipuler l'opinion ou de ternir des réputations. Qui donc tire les ficelles? Qui tire profit de ces fake news? Comment authentifier les posts? Serge Atanganabiso a mené l'enquête. Il ou elle pianote à en faire perdre sa sensibilité au doigt. Comme ils ou elles disent, je prends ici, je dépose là, en passant. La responsabilité des contenus, c'est père inconnu. Le vrai problème, c'est que ces choses que l'on manipule à la va comme je te pousse sont censées être des informations de première main, des A1, en parler camerounais. Les récents événements à Bamenda et ses environs, ou encore Boya, ont donné à voir dans cette veine, au même titre que la fameuse photo qui circule, dite des assassins du proviseur à Fumban, tuyau crevé, éminemment. Au lendemain des premières manifestations, il y a un certain nombre d'images qui ont circulé et qui étaient présentées comme des images de la répression au niveau de Boya, de Bamenda. Mais on a pu se rendre compte après qu'il y avait des photos qui avaient été prises dans d'autres contextes. On devine aisément la logique pyromane des auteurs de telles photos, autres vidéos, décrivant le chaos virtuel dans la vraie vie. Est-ce que tu penses que cette image est extensive? Oui. On parle des enfants qui ont assassiné le proviseur. Oh, moi, ces enfants-là, je me demande si ça peut être l'esprit des assassins. On n'a pas de plan qui nous permettent d'être sûrs. Voilà une scène devenue courante dans les rédactions. La photo ne fait plus foi, un cliché ne vaut plus 1000 mots. Il faut déjà qu'on enlève une chose de la tête des gens. On ne s'informe pas par et dans les réseaux sociaux. Ce ne sont pas des moyens d'information. Ce sont des moyens de partage de l'information, de toutes sortes de choses. Quelqu'un a partagé sur sa page, sur son mur Facebook, je ne sais pas, une photo ou une information
Non, vous ne pouvez pas la reprendre ainsi. Vous devez d'abord la passer, un, au crible de votre bon sens. Est-ce que c'est vraisemblable? Et deux, essayez de voir si un média ou deux ou trois médias en ont parlé. Et enfin, si vous êtes capable de recouper auprès d'une source oculaire et compagnie, la recouper. Et pour les autres, 7 milliards de voisins qui croient BA. C'est sur Internet. L'adresse URL qui peut permettre aux spécialistes de vérifier l'origine et exactement de quelle machine cette information vient. Les photos aussi ont ce qu'on appelle les métadatas qui permettent à ce qu'on identifie même à partir de quel appareil cette photo a été prise. Se protéger de cette salle de rédaction a mis les 1 reporters, photographes, caméramans, preneurs de son, sans rédacteur en chef ni vérificateur universel. Un conseil. Écoute la radio, l'ami. Let's go back now to the Northwest region, where classes have started at the University of Bamenda's Bambili campus for the 2017-2018 academic year. Although it is yet to gain its usual affluence, applications for new students are ongoing while the University of Bamenda authorities have been evaluating proceedings, as Eric Lamia Wufo reports from Bamenda. Here we are at the level 500 classes of food packaging and labeling technology of the University of Bamenda this Tuesday, October 10th, a day after the official reopening of the 2017-2018 academic year. The registering of new students and old ones alike is going on, and many more are trooping in. We are already receiving the files of our new students in the first and the third years of all the departments that we have there. Competitive exams have been organized in some professional schools, while registration for others is well on course. I came to apply for the transcript in order to complete my compilations for INSET, the concours. INSET Bambili, that's Highest Teachers Training College, Bambili. But since I need it very urgent, I had to apply for the very fast mode, which is 5,000 francs, which will be given to me after 3 days. Roadside vendors and taxi cabs have already started doing brisk business, and Yuba is getting alive again. The challenges of the internet in this part of the country is of great concern to students and staff alike with regard to online registration. The platform is set and we don't have internet right now, but as soon as we have it, it was going to be a new experience. Despite this state of affairs, university authorities have been evaluating proceedings for a smooth takeoff of the 2017-2018 academic year. We are moving the Faculty of Health Sciences and the College of Technology to the main campus. I think it's going to be more effective for us, and so it's going to be a livelier campus, a more safer campus with everybody here. To match lessons with practicals, 4 professional video cameras have been acquired by the university through its cooperation with a US-based university. Last year, the University of Bamenda, with its over 10 schools, had a student enrollment of 21,000, and this year, the University of Bamenda is expecting more. Over 250 senior and assistant sports instructors of the National Institute of Youth and Sports have received their end of course attestations at the end of 2 years of training. Presiding over the graduation ceremony, the Minister of Sports and Physical Education, Bidung Pat, alongside his colleague of Higher Education, Jacques Famundongo, urged the graduating students to be professionals and duty conscious. Cyril Nwazeke reports. Triumphal entry of laureates, translating months of hard work, selling images dark, the end of the tunnel is near. Celebrating academic excellence through a show of their multicultural sabi, plus the exhibition of dances of the different regions of Cameroon, testifies their readiness to work or serve the nation wherever they will be sent. Yes, we are all Cameroonians, from north to south, east to west. Wherever I'm posted, I'll make the nation proud. We have a very rich country, rich in biodiversity, rich in culture, everything. So no matter where I find myself, I'm going to save the nation. Charlie, from the name of
of our promotion, fraternity and integration. I'm going to help the youth. I'm going to work with the local population, especially in the rural areas, to be integrated economically, socially, culturally and politically, and Cameroon will be an emerging country come 2035. The 258 graduating students are conscious of the task ahead and are ready to serve the nation. We will go ahead to serve the nation the way we have been taught in school, civic education, leisure activities, and education of the mass population. The overall best graduating student of the 4 batch receiving their diploma this day is Epiphany Tonkwang Gachu, a sports and physical education teacher with an average of 15. Presiding over the ceremony, Higher Education Minister and that of Sports called on the laureates to be professionals and duty conscious. The senior and assistant instructors received their certificates in pomp and style, depending on the corps to which they belong. School of Administration and Magistracy in NAM is reflecting on the guidelines of the Neuchâtel Memorandum that addresses juvenile justice and its implementation. Clarice Arui Takang reports that the guidelines have to do with prevention and prosecution. The outbreak of armed conflicts in different regions of the world has exposed millions of children to the agenda of terrorist groups, leaving them vulnerable to attacks, but equally forced to play an active role as child soldiers and human shields in some cases, and suicide bombers in others. When faced with the law, though, good practices for juvenile justice must be observed. There are laws and rules which gives them specific rights. When you are convicted as a terrorist here in Cameroon, you are sentenced in a military court, whereas a minor or a child will not go there. The workshop organized by the International Institute for Justice and the Rule of Law in Malta, in collaboration with the Advanced School of Administration and Magistracy, will enable all actors of the judicial system have a better understanding of the different phases of the criminal justice response when dealing with minors. The Neuchâtel Memorandum focuses on the status of children, prevention, justice, rehabilitation and capacity development as areas of interest. Recommendations on how you would channel a child through the justice system, starting with protective measures that need to be put in place for investigation, for prosecution, also adaptation or individualization of sentencing, and then reintegration measures. The idea is that training provided to law enforcement officials of all domains related to counter-terrorism offences will equip them with more tools to rightly implement the law in each case. Sont en vedette ce mardi à l'immeuble Étoile. Premier à franchir le cabinet du Premier ministre, Amir Elwani, président de la Fédération internationale de volleyball, qu'accompagne pour la circonstance le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Bidung Pat. Prenant part aux compétitions qui se déroulent actuellement sur notre terroir, Amir Elwani a profité de son séjour en terre camerounaise pour venir exprimer sa gratitude aux autorités de notre pays pour le soutien à cette discipline qui connaît une progression constante ces derniers temps grâce à un accompagnement de plus en plus affirmé des pouvoirs publics. Le président de la Confédération avait à peine quitté l'immeuble qu'était annoncé son Excellence Brian Holley, haut-commissaire de la Grande-Bretagne au Cameroun, en fin de séjour. Philemon Yang et le diplomate britannique ont profité de cette ultime rencontre qui couronne un séjour de 5 années passées en terre camerounaise pour revisiter l'excellente relation entre le Cameroun et la Grande-Bretagne. L'on a encore à mémoire la prise de position de la reine d'Angleterre au sujet des événements dans notre pays. La couronne avait réaffirmé son soutien à l'unité et à l'indivisibilité du Cameroun. J'ai souligné la déclaration que nous avons faite, le Royaume-Uni a fait la semaine dernière, et l'importance du dialogue et de rejeter la violence. Donc j'espère que le gouvernement de Cameroun va trouver une solution durable très rapidement. L'ultime audience de la journée, celle accordée par le Premier ministre à la délégation humanitaire conduite par l'ONG Orbis qui séjourne dans notre pays. Ici, il aura été question de faire part au Premier ministre du déroulement à bord de l'avion hôpital, le Flying High Hospital. Une organisation qui fait dans la formation, parce qu'on veut s'assurer que
Si on forme les médecins et les infirmiers et les techniciens biomédicaux et les anesthésistes, ils peuvent rester soigner les autres quand l'avion va quitter. Le diplomate britannique s'en va fier de son bilan, tandis que l'hôpital avion, posé sur le tarmac de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène depuis jeudi dernier, restera encore quelques jours pour donner une vue meilleure aux Camerounais malvoyants. La sécurité dans le dossier ce soir, l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest affinent leur stratégie de lutte contre le terrorisme. Les chefs de police de ces deux sous-régions se concertent depuis ce mardi au Palais des Congrès ici à Yaoundé. La réunion de haut niveau est initiée par Interpol, l'organisation internationale de la police. Et le Cameroun est en ligne de front dans cette guerre contre le terrorisme de Boko Haram par exemple. Le Cameroun qui accueille donc à juste titre la concertation ouverte ce matin par le ministre de l'administration territoriale, René Emmanuel Sadi. Le reportage de Séverin Alégambélé. Les présents seuls à cette réunion des chefs de police de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest renseignent beaucoup sur la portée de ces assises organisées pendant 2 jours à Yaoundé par Interpol, l'organisation internationale de la police. Les différents démembrements de l'État, les chefs des missions diplomatiques, le secrétaire général de l'OIPC Interpol, les chefs de police d'une vingtaine de pays africains ont honoré ce rendez-vous. Un rendez-vous censé faire passer beaucoup d'informations sur l'orientation stratégique de la lutte mondiale contre le terrorisme. Les statistiques sont assez édifiantes, 20 000 attaques et plus de 50 000 morts dans le monde par an. Ce rendez-vous doit également donner la possibilité de mettre sur la table les défis majeurs du terrorisme et les besoins en matière de police dans les deux sous-régions. Pour tout dire, il s'agit d'un cas de dialogue des chefs de police sur les approches de coordination des services face à un phénomène dont l'action insidieuse et pernicieuse menace la sécurité des personnes et des biens. Le terrorisme est incontestablement l'expression d'un déni de la vie. Il est la forme achevée de la cruauté et trouve son ressort dans la peur et la terreur, avec pour objectif de s'imposer par la contrainte, de faire pression sur le pouvoir politique. L'ampleur du phénomène mondial du terrorisme est telle qu'aujourd'hui, il faut passer par la mutualisation des approches de lutte, consentir davantage de moyens pour venir à bout, tout au moins, réduire les effets néfastes de la multiplication des attaques suicides ou des attentats à la bombe. En marge de la cérémonie d'ouverture de la réunion des chefs de police et bien avant le huis clos, Jürgen Stock, le secrétaire général de l'OIPC Interpol, s'est entretenu avec la presse sur le mode opératoire qui est celui de la police dans la lutte contre le terrorisme, dans le respect des droits de l'homme en intégrant la coopération avec les organisations sous-régionales. Et dans cette lutte contre le terrorisme, le Cameroun fait figure de pionnier et de visionnaire depuis le diagnostic fort pertinent du chef de l'État Paul Biya à menace globale, réponse globale. Et sur le terrain de la guerre contre Boko Haram, la stratégie du Cameroun se décline en 3 axes: les forces de défense, le soutien populaire et puis la lutte acharnée contre la pauvreté. Le regard de Éric Benjamin, la maire. 2 civils tués hier à Daoustaf dans le Mayo-Tanaga par les terroristes de Boko Haram. La récurrence des informations de cette nature indique à suffire que la menace terroriste demeure une réalité au Cameroun. Et depuis plus de 3 ans, le Cameroun oppose à cette menace 4 niveaux de réponse. Il y a d'abord la réponse sécuritaire et militaire. Elle s'est illustrée à travers un déploiement important d'hommes et de matériel à l'extrême nord, épicentre de la menace Boko Haram. La seconde réponse a été celle de la mobilisation populaire. Dans cette lutte, il y a un élément important, c'est ce qu'on appelle le contrôle du centre de gravité dans un conflit asymétrique. Et le centre de gravité dans un conflit asymétrique, c'est le contrôle de la population, c'est avoir la population avec soi. Et une partie donc des actions civilo-militaires vise à faire en sorte que l'armée qui opère soit perçue par les populations comme un allié. Cela permet de développer donc une collaboration civilo-militaire et d'avoir du renseignement prévisionnel pour anticiper les actes. Cet engagement militaire et cette mobilisation populaire n'ont pas occulté la réponse économique à travers la poursuite des projets de développement pour repousser au loin les limites de la pauvreté, terreau sur lequel prospère le terrorisme.
Conscient de ce que le terrorisme est un cancer mondial, le Cameroun a appelé à une riposte globale et cela se traduit notamment par la mise sur pied d'une force multinationale mixte ainsi que par l'accompagnement d'un certain nombre de pays amis et l'engagement des institutions internationales à se tenir aux côtés du Cameroun dans cette impitoyable lutte. Et les mineurs dans cette guerre contre le terrorisme en Afrique, le Forum mondial de la lutte contre ce fléau organise un atelier international cette semaine à Yaoundé sur les cas des... He underscored the role of the media in the promotion of peace and unity. And in connection with the socio-political crisis in the northwest and southwest regions, the traditional rulers of the Menua division in the west region are calling upon the head of state, His Excellency Paul Biya, guarantor of national unity and territorial integrity, to pursue his policy of preferring engagement and dialogue. The statement released on the 7th of October recalls that the Menua division is the lone division in the West region to have common borders with the Northwest and Southwest regions. Thus, the Menua traditional rulers expressed their compassion and solidarity to their neighborly brothers and sisters who suffered material and physical tragedies during the random violence that nothing can justify. And the project to supply the city of Yaoundé with potable water from the Sanaga River is said to have entered a decisive phase with the arrival of the first 1,000 of the expected 8,000 pipes to be used. The laying of the pipes for the project, expected to last some 36 months, will begin as soon as compensation of the population on the site is complete. And as Emmanuel Mvemwe reports, the project will, upon completion, bring about an increase of about 3,000 cubic meters of water to add to the actual 2,000 cubic meters in supply in the capital city. Emmanuel? With the arrival of this first consignment of 8,000 pipes expected to channel potable water from the Sanaga River to the city of Yaoundé and its environs, it is a fresh impetus to the project. The arrival here means that we are entering a crucial phase of the implementation of the so-called project. Yaoundé city dwellers, especially those in areas with no potable water, may soon see the situation change. But a daily water supply of about 300,000 cubic meters is the current demand. Only about 250,000 cubic meters is supplied. The Sanaga water project is thus expected to step up the supply and quench the thirst of many. Transporting water supply from the river Sanaga, treating these water supplies in a treatment station in Manabachenga. This water is transported to a pumping station in Kometu, to Nyom, to Dindan. Water will be distributed to Yaoundé town. If the population on the site is compensated on time, the connection of the water proper will take off in no time. We must have this water before the beginning of the African Cup of Nations. The project to supply potable water to the city of Yaoundé and its environs has been around for about 2 years, but its impact will only be felt when Yaoundé city dwellers can get water flow from their taps daily. Students of the St. Therese Catholic University Institute Yaoundé have been urged to be hardworking, prayerful and law-abiding citizens. The Archbishop of Yaoundé, Jean Barga, who is also the founder of the Mvolia headquartered institution, was speaking today at the launch of the 2017-2018 academic year of the establishment. Natasha Lehman reports. Committing the students and academic staff of the school to God for a rich restart was the main objective of the solemn mass, urging discipline, hard work and exemplary behavior from all. The case of Martha was highlighted from biblical perspective as one to be emulated. We want to propose to our students moral, ethics, spirituality coming from the gospel as Christian we are. Students will be studying in the fields of management and commerce as they bear in mind that they are tomorrow's leaders.
For these years, we will begin with the gestion schools, with commercial and gestion. The director, dean of studies and secretary were also commissioned and charged with ensuring that the institution rules are strictly followed, even as a call for peace to reign in Cameroon was made. Le chef d'état-major des armées en visite de travail dans la région de l'Est, à l'ordre du jour de cette visite de travail, la sécurité absolue dans les zones sensibles. René-Claude Meka a ainsi ravivé le moral de ses troupes massées autour du barrage de Lompangar, à Garouaboula également, ville frontalière avec la République centrafricaine. Le reportage de Georges Alain Eyango de CRTV Est. Projet cher au chef de l'État, le barrage hydroélectrique de Lompangar doit bénéficier d'une sécurité sans faille. Bien conscient du fait, le chef d'état-major des armées du Cameroun a tenu à rencontrer les forces nationales de défense installées tout près du site, en tendant une oreille attentive à leurs différentes doléances. J'ai rencontré des hommes engagés qui, malgré des conditions de vie et de travail pas toujours faciles, s'acquittent honorablement de leur mission. Je compte beaucoup sur nos partenaires du barrage pour que quelque chose soit fait pour améliorer les conditions de vie et de travail de nos hommes. Bien avant Lompangar, le chef d'état-major des armées a fait escale à Garouaboulaye, ville frontalière à la République centrafricaine, où le dispositif sécuritaire assure pour l'heure. Les dernières tentatives d'infiltration en territoire camerounais de certains groupes armés venus de Centrafrique ont très vite été maîtrisés par les éléments du 43e escadron de gendarmerie mobile, du 2e BIR et de la 123e compagnie d'infanterie motorisée. Une période calme et sereine qui ne devrait cependant pas endormir les forces de défense dans cette zone frontalière, appelée par le général René-Claude Meka à renforcer le système de renseignement afin d'estiper parmi les réfugiés le bon grain de livret. Bientôt la fin du rationnement de l'eau potable à Yaoundé, le projet d'alimentation de la capitale et de ses environs à partir du fleuve Sanaga promet 300 000 mètres cubes d'eau supplémentaire. Les travaux lancés il y a plus de 2 ans sont entrés depuis hier lundi dans leur phase terminale avec la réception de la tuyauterie sur le site de Nkomoto. Le point des travaux, Daniel Menanga. Un nouveau conduit d'alimentation en eau potable se met progressivement en place pour servir Yaoundé et ses environs. Les pièces clés du puzzle sont arrivées hier lundi en Komtou, un des sites de la structure chargée du projet. Il s'agissait des premiers camions qui ont acheminé les tuyaux qui doivent transporter l'eau de Sanaga jusqu'à Yaoundé. Depuis plus de 2 ans, le projet d'alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé et ses environs prend corps. Il s'agit de prendre l'eau de la Sanaga et de la transporter, l'eau de la traiter naturellement et de la transporter pour renforcer le système d'alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé et ses environs. L'arrivée des conduites va accélérer le processus d'approvisionnement en eau. La phase qui devra permettre de monter, de mettre en place les conduites, de les installer pour pouvoir avancer. Parce que jusque-là, ce qui a été fait, d'autres travaux sont en cours. Seulement, il faudra au préalable régler la question de l'indemnisation des populations déguerpies des sites comme à Emana. Le projet porte 300 000 mètres cubes par jour. Et ces 300 000 mètres extensibles à 400 000 mètres cubes par jour. Yaoundé a soif. Au moins 300 000 mètres cubes d'eau sont nécessaires chaque jour pour la population de la capitale du Cameroun. La qualité de la vie, décidément au centre des préoccupations des pouvoirs publics avec la tenue de l'atelier national sur l'habitat ici à Yaoundé. Les travaux de 4 jours coordonnés par le ministère de l'Habitat et du Développement urbain recherchent des solutions durables dans ce secteur. Oswald Medon. Le secteur de l'habitat au Cameroun est malade. Il souffre d'une carence d'environ 1 million de logements. Et ce n'est d'ailleurs là qu'un mal parmi d'autres maux, dont la manifestation la plus palpable est le désordre urbain qui caractérise nos agglomérations. La plupart de ces problèmes sont liés au problème de l'habitat, qui est mal développé. Tout le monde n'a pas accès à un logement décent.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition bilingue sur la CRTV. Bonsoir Ben. Good evening Adèle. Et voici les titres de cette édition. Grande mobilisation contre le terrorisme à Yaoundé. L'Afrique du Centre et de l'Ouest révise leur stratégie sous la houlette de Interpol. La réunion des chefs de police et la sécurité en Afrique, c'est le dossier du journal. La grande campagne contre les fake news et les déviances dans les réseaux sociaux, rien ne semble arrêter ces internautes toxiques qui donc tirent les ficelles. Comment se préserver de ces manipulateurs? C'est la grande enquête ce soir. Et puis le grand rassemblement et veillée d'armes à Yaoundé avant le coup d'envoi demain du Grand Prix international cycliste Chantal Biya. Le point des arrivées et les derniers réglages, c'est en page des sports. Voilà pour les titres. Et la première partie du journal, c'est avec vous, Ben. Thank you, Adele. Good evening and thanks for joining us as we take you straight to the Star Building, where the Prime Minister, Philemon Yang, today received a recognition for his government's promotion of volleyball in the country. The Golden Cordon was presented to the head of government by the President of the Confederation of African Volleyball, Dr. Amir Elwani. The head of government equally received the outgoing British High Commissioner to Cameroon, John Bryan Ole, who reiterated Her Majesty's government's declaration that the way forward for the Anglophone crisis is dialogue and a retreat from violence. Star Building correspondent Ebenezer Winya-Woko Mutale reports on these and other audiences at the Star Building today. The first Star Building guest of the day was the President of the Confederation of African Volleyball, Egyptian-born Dr. Amir Elwani. His mission to the Prime Minister head of government, Philemon Yang, was to appreciate him and his government for the promotion that volleyball receives in the country. I appreciate the instructions and the care of the President, but it's through the Prime Minister, and we have dynamic Minister of Sport and Volleyball Federation. This is why all the 54 countries of our confederation appreciate his work, so we grant him the Grand Collier, Golden Collier of Africa. Dr. Amir Elwani, on his part, explained his organization's promotion of the game through coaching courses, management and education, plus the development of beach volleyball infrastructure up and down the continent. The second audience of the day was granted to the outgoing British High Commissioner to Cameroon, John Bryan Ole, who in his 4-year stay has lived through the Anglophone crisis. According to the diplomat, Her Majesty's government has already pronounced a way out of the crisis. They discussed the Anglophone situation with the Prime Minister just now, and I underlined the contents of the declaration that the United Kingdom made last week, in particular that the way forward has to be rejection of violence and dialogue, but also it's very important that we move forward not just through dialogue but also through concrete action. To round off the day of audiences was the President and Chief Executive Officer of the Orbis Flying Eye Hospital in Yaoundé. His humanitarian venture is here to provide a month-long training to Cameroon's under-resourced healthcare system and personnel, particularly ophthalmologists, in the treatment and prevention of blindness. We have established a partnership with medical professionals in Cameroon to bring the newest skills, to broaden their base of knowledge on ophthalmology, and to improve the eye care for the people of Cameroon. The Flying Eye Hospital leaves Yaoundé on the 3rd of November this year. The International Police Organization ICP Interpol has organized a high-level meeting for police heads in Central and West Africa on how to strengthen and adapt their capacities on global counter-terrorism strategies. The two-day inter-regional meeting that started this Tuesday morning in Yaoundé is co-chaired by the Secretary General of Interpol, German-born Jürgen Stock, and the Cameroonian Minister of Territorial Administration and Decentralization, René Emmanuel Sadi, who represented the head of state at the meeting. Kilian Ndifon reports. There are 24 countries taking part at the high-level meeting of ICP Interpol's Global Counter-Terrorism Strategy. The 6 Central African states, plus the Democratic Republic of Congo
and Sao Tome and Principe, and 16 countries of the West African sub-region. The meeting is a forum for dialogue among the police heads from the participating countries to facilitate information sharing and coordination of law enforcement agencies. They will also better understand the orientation of Interpol's global counter-terrorism strategy and step up their understanding of challenges related to terrorism that kills over 50,000 people every year in the world through different methods of terror. The Secretary General of ICP Interpol, Jürgen Stock, during the opening ceremony, told the representatives of the participating countries that his organization will encourage and support all sub-regional and regional efforts of the police against terrorism and other forms of crime. The Cameroonian Minister of Territorial Administration and Decentralization, René Manuel Sadi, who officially opened the meeting, expressed the need for an interregional cooperation accord to counter terrorism before the work of the experts on the West and Central African police chiefs in Camera. The Interpol Secretary General granted a press conference during which he reiterated the determination of his organization to counter global terrorism. And talking about terrorism, for close to 4 years now, Cameroon has been engaged in a bloody standoff against the Boko Haram insurgents in the far north of the country, a war that the country has been winning despite all odds. Ebenezer Kanga now reports on some of the strategies which Cameroon is using to overcome the Boko Haram equation. The fight against terrorism is complex because the enemy is faceless and uses unconventional war methods. Sheer military might is therefore not enough to fight terrorism. Cameroon has adopted what geostrategists call the global approach in the fight against the Boko Haram terrorist group. That means a mix of defense and military approach and also civil military approach. Diplomatically, you will find Cameroon. Economically, you will find Cameroon. Military, you will find Cameroon. At the level of security also. In this strategy of popular defense, the civilian population is brought on board by way of vigilante groups. We need to organize the population so that they know that military or security forces are not there to fight them, but to protect them. And that confidence will give them the possibility to share information with the military and security forces. The success in the fight against Boko Haram is also thanks to specialized units in the defense and security corps, like B in the army, JPIC in the gendarmerie, and AC in the police, who have been trained in unconventional war methods. Those units give opportunity and possibility to the Cameroon government to deal with an asymmetric threat like the one raised now by terrorists. Through these strategies and some others, Cameroon has been able to overpower Boko Haram, even if the job is not yet finished. And legal experts implementing laws related to counter-terrorism are sharing experiences and best practices in the execution of justice in cases concerning juvenile offenders. The workshop organized by the International Institute for Justice and the mineurs impliqués dans ces actes de terrorisme. L'Institut international pour la justice, basé à l'île de Malte, et l'ENAM, notre école nationale d'administration et de la magistrature, entendent ainsi pousser vers la mise en œuvre du mémorandum de Neuchâtel sur la protection des droits des terroristes mineurs. Philippe Roger Sama. De l'avis des experts et même des observateurs avertis, l'une des tendances du terrorisme mondial est le nombre élevé d'enfants radicalisés. Les champs de violence terroristes sont devenus un terrain fertile à la délinquance juvénile. Recrutés ou volontaires, les jeunes de moins de 18 ans sont impliqués dans les actions d'extrême violence et deviennent à ce titre des clients pour la justice. L'atelier de Yaoundé vise l'élaboration des bonnes pratiques ainsi que des outils nécessaires aux magistrats et autres praticiens du droit à l'effet de les aider à prendre la bonne décision.
va parler de la prévention, on va parler du cadre international qui s'applique aux enfants, on va parler des mesures spécifiques de justice pour mineurs, donc comment on traite un enfant dans le cadre de la justice pénale. Les participants venus du Cameroun, de Djibouti, du Niger, Mali et Sénégal, en compagnie des experts européens et américains, vont s'appuyer sur l'analyse des cas pratiques et le partage d'expériences. L'avenir des enfants présumés terroristes entre leurs mains doit être orienté, selon l'esprit du mémorandum de Neuchâtel, vers une réinsertion sociale. Une préoccupation émergente qui intéresse au plus haut niveau les dirigeants de l'ENAM. L'ENAM, je le disais, comme centre de formation et pôle d'excellence pour l'Afrique centrale, a été choisi pour accompagner cette série de formations au niveau de notre sous-région. C'est dans un esprit de total engagement des participants que se sont ouverts, en présence de Pietro Lazzeri, ambassadeur de Suisse au Cameroun, les travaux de cet atelier de 3 jours sous les auspices de l'Institut international pour la justice et l'état de droit. Et j'ajoute que la gestion de l'information en temps de crise sera demain au centre d'une rencontre au Conseil national de la communication ici à Yaoundé. Le président Peter Essoka invite en effet les médias nationaux et internationaux à une importante concertation. Ce sera donc demain 11 octobre à son siège ici à Yaoundé. La paix et la sécurité dans les 2 régions anglophones étaient débattues hier lundi à Yaoundé au cours d'une conférence de presse que donnait le ministre de la Communication Issa Chiroma Bakari, le ministre porte-parole du gouvernement qui a démenti les allégations relatives au bilan des incidents du 1er octobre, rappelait également les mesures gouvernementales pour sortir de cette crise. Voici la synthèse de cette communication avec Irène Djanafouda. Les fauteurs de troubles ayant pris en otage les régions du nord-ouest et du sud-ouest pour semer la division ont les pouvoirs publics à leur trousse. Pour le porte-parole du gouvernement, il n'y a pas de demi-mesure. Il faut tenir ces séparatistes à l'œil puisqu'ils sont mal intentionnés. Ils veulent déstabiliser le Cameroun en cherchant les voies et moyens de plonger le pays dans un bain de sang et de briser l'union sacrée à laquelle l'État attache du prix. La riposte gouvernementale est immédiate, aux grands mots de grands remèdes. Des centaines de mercenaires ont été recrutés et formés à l'étranger. Des cargaisons d'armes blanches, en l'occurrence plus de 500 machettes parfaitement aiguisées. D'importantes quantités d'armes à feu et d'engins explosifs ont été provisionnés et placés en lieu sûr par les sécessionnistes. Fort heureusement, les renseignements recueillis par nos forces de défense et de sécurité ont permis de prévenir suffisamment à temps la réalisation de ce plan diabolique et de déjouer les conséquences déstabilisatrices de ce stratagème. Le porte-parole du gouvernement rejette en bloc les allégations qui engagent l'honneur de la patrie. Aucune manifestation intervenue à cette occasion n'a fait l'objet d'une répression par des tirs à balles réelles. Comme je le disais déjà le 2 octobre dernier, 5 personnes, des détenus, sont morts à la suite d'une tentative d'évasion de la prison Kumbo. Les autres ont été touchés par des tirs de riposte réglementaire alors que les forces de défense et de sécurité étaient la cible de snipers. Les déclarations du ministre de la Communication donnent la position officielle du Cameroun sur cette situation de crise qui menace la cohésion sociale. The Chief of Defense Staff of the Cameroon Army, Lieutenant General René-Claude Meka, has called on soldiers stationed along Cameroon's border with the Central African Republic in Garoua Bulai to work hard towards ensuring peaceful cohabitation among the people of the 2 countries. The Lieutenant General was speaking in Bertua during a 3-day working visit to some strategic military installations in the East region. Details with Talati from CRTV East. Before his visit to Cameroon's border,
with the Central African Republic, Lieutenant General René-Claude Meka made a stopover as a divisional officer for Garwa-Bulai to get a pulse of the security situation on the ground, a situation which he was reassured is relatively calm, but for some sporadic incursions by armed rebel groups from the Central African Republic, which is under control. During his visit to some military installations along Cameroon's border with the Central African Republic in Garwa-Bulai, Lieutenant General René-Claude Meka encouraged the troops to continue working hard in making sure Cameroonians sleep and carry out their activities in peace. He further called on them to take advantage of the relatively calm security situation to carry out investigations geared at ensuring peace and stability in the region. From Garwa-Bulai, Lieutenant General René-Claude Meka and his delegation moved to the Lompanga Hydro Electricity Dam, where a good number of Cameroon soldiers secured the premises of the mega project. At Lompanga, he reiterated the importance of the project to Cameroon's economy and praised the presence of the troops, and also held a meeting with some authorities on how to better the living conditions of the uniformed men. J'ai rencontré des hommes engagés. I met with the troops who, in spite of the tough working conditions, exercised their duty with devotion. I count on our partners of the Lompanga project to put in more effort to better the living and working conditions of our men. It is worth mentioning that since the sectarian violence broke out in the Central African Republic, a significant number of Cameroon's armed forces have been stationed in the East region, where they have ensured peace and security. This visit by the Chief of Defense Staff in Cameroon's army to the East region comes as a moral booster to the troops who are stationed on the ground. And the chairman of the National Commission on Human Rights and Freedoms, Chemuta Divine Banda, has vehemently condemned all forms of violence surrounding the crisis in the northwest and southwest regions, which has dragged on for a year, resulting in the loss of many lives and property. He was speaking today during a press briefing organized at the Commission's head office here in Yaoundé. Quinta Rita Edang tells us more. In accordance with its mission to promote dialogue, the National Commission on Human Rights and Freedoms has categorically said yes to dialogue and no to violence as far as the crisis in the Anglophone regions of Cameroon is concerned. Calling for dialogue. That in February we called for dialogue. August we issued a press release calling for, among other things, we are calling for dialogue. And the call from many other human rights defenders, including our head of state recently, to abandon violence and solve our problems through dialogue. Condemning all arbitrary arrests and other forms of human rights abuse across the country, the national chair said the slow rate of the country's decentralization process has limited resources to only 20% of the population, exposing the rest of Cameroonians to abject poverty, a situation which renders them vulnerable to all acts of violence. Chemuta Divine Banda, however, hailed efforts by the head of state to solve the Anglophone crisis through the creation of some structures. In a question and answer session, the Commission chair discouraged the idea of cessation, saying that the civil society and the state should create an avenue for dialogue.